Quand tu arrives à partir vers la lumière, c'est quelque chose de magnifique. Il y a énormément de chaleur qui se dégage, de la joie, une vraie libération au final. Donc pour eux, oui, c'est quelque chose de très beau. Et quand on est connecté à ça, on se dit mais en fait, il y a plus de raison d'avoir peur de la mort et de l'après-vie. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entrons véritablement dans le domaine de ce que je catégorise comme perché. Mais comme vous le verrez, mon invité est une perchée très très ancrée. Dans cette interview, nous découvrons Sarah, magnétiseuse mais aussi passeuse d'âme. Nous verrons ce que tout cela signifie au cours de l'interview, mais nous aborderons ce qui touche vraiment à son travail et à l'énergétique bien plus en profondeur dans le prochain épisode qui sera publié dans 2 semaines. Aujourd'hui, Sarah nous parle de la découverte de ses dons et capacités, et nous aborderons pour cela des sujets que l'on peut véritablement qualifier de paranormaux. Si vous souhaitez vous réconcilier avec la mort, et en particulier avec les fantômes, écoutez bien. Et si ce n'est pas le moment pour vous, si parler d'entités, d'esprits, etc. vous hérisse les poils, n'insistez pas et éteignez cet épisode. Donc dans ces premiers épisodes, je vous présente des personnes inspirantes que je connais personnellement. Et avec Sarah, on se connaît depuis le lycée. On était copines sans être très proches. Et on s'est perdu de vue pendant vraiment pas mal d'années. Et finalement, les hasards de la vie ont fait qu'on s'est retrouvés à un moment où j'en avais vraiment besoin. Sarah m'a aidée au sujet d'appréhension que j'avais en particulier au début de mon éveil spirituel. Et m'avait aidé tu m'avais aidé parce que tu avais en face de moi. Coucou Sarah. Bonjour. Donc tu m'avais aidé à me débarrasser entre autres d'entités. Donc ça on va en reparler. Mais donc comme vous voyez, encore une fois, tout était parfaitement orchestré. Donc je suis vraiment ravie de faire cette interview avec toi. Donc j'ai eu la chance de faire quelques séances des soins énergétiques avec toi qui m'ont vraiment aidée, et après c'est vrai que je t'ai pas mal recommandé autour de moi, et donc je suis super contente de te donner la parole aujourd'hui pour qu'on parle de tout ça. Merci à toi. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, mais donc vraiment de la manière que tu veux, en quelques mots, en quelques phrases, c'est toi qui vois. Ok. Alors la façon de me présenter, effectivement, sans toutes les étiquettes, les fonctions qu'on pourrait coller sur la personnalité, je dirais que je suis une personne en quête perpétuelle de connaissances, que ça soit la connaissance de moi ou du monde qui nous entoure, avec besoin de sens. Vraiment, c'est ce qui m'anime au quotidien. Et je suis passionnée du coup par la complexité et la richesse humaine. Quand je vois tout ce qu'on porte au final, que ça soit au niveau du corps physique, au niveau de tous nos corps subtils, que ça soit des mémoires qui soient transgénérationnelles, karmiques, ou qui appartiennent à cette vie, je me dis qu'on a vraiment toute une vie à explorer ce qu'on porte en nous. Donc voilà. Je trouve ça passionnant aussi. Donc je disais dans l'introduction que tu es magnétiseuse, entre autres. Donc j'aimerais pour commencer, si tu peux nous décrire en 1 ou 2 phrases ce que ça veut dire être magnétiseur.
Alors, être magnétiseur au sens classique, c'est vraiment cette énergie qu'on va puiser de la Terre, donc cette énergie tellurique, on va être canal et on va canaliser notamment dans nos mains et en fait retransmettre ou donner l'énergie à nos patients, par exemple, pour les rebooster en énergie ou les soigner les différents maux, notamment physiques. J'ai mis effectivement où j'ai collé cette étiquette de magnétiseuse me concernant, parce que voilà, il fallait bien me définir d'une certaine façon, mais pour moi c'est vraiment beaucoup plus vaste que juste magnétiseuse, étant donné que ce qui m'anime, ou en tout cas le but de mes soins, ce n'est pas de transmettre de l'énergie, mais c'est vraiment de redonner accès aux gens à leur propre énergie, qui retrouvent leur plein potentiel énergétique afin d'être de plus en plus autonomes dans leur guérison. Ok. Donc ça, on va creuser ça en profondeur un peu plus tard. Mais j'aimerais rester d'abord au niveau des définitions. Dans ce domaine-là, il y a d'autres termes comme rebooteux, énergéticien. Est-ce qu'il y a des différences encore? Est-ce que tu pourrais nous les définir? Alors, je pense que c'est toujours la même chose, ce sont vraiment des étiquettes qu'on colle par rapport à une fonction, à une profession. Sur le terrain, effectivement, même quand on met magnétiseur, par exemple, chacun a sa pratique qui lui est vraiment propre. Il me semble, énergéticien, je pense que c'est vraiment quelque chose de plus vaste. Ça englobe tout ce qui est travail énergétique. Donc là, on peut effectivement trouver des sous-catégories. Et au niveau des rebooteux, donc de ce que j'ai pu observer, c'est vraiment ce que j'appelle plus les guérisseurs de village. Donc ça, on en a depuis au moins des centaines d'années, je pense, contrairement à tout ce qui est magnétisme énergéticien, ou en tout cas énergéticien, qui est un peu maintenant le terme à la mode. Et en tout cas pour les rebooteux, de ce que j'ai pu observer, c'est vraiment un don qui se transmet de génération en génération. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'hérite plutôt que quelque chose qui va s'apprendre comme certains autres énergéticiens qui vont suivre une formation et ainsi de suite. Ok. Une dernière définition. Donc, de ce que j'ai compris, tu as aussi une partie de ton métier qui est la géobiologie. Donc, qu'est-ce que c'est un géobiologue? Alors, de ce que je peux voir au niveau de la géobiologie, alors j'exerce pas en tant que telle, effectivement c'est un domaine qui me passionne et où on m'a enseigné pas mal de choses, mais c'est vraiment l'étude du terrain, donc de la terre, que ça soit les résines, que ça soit tous ces faisceaux énergétiques qui traversent la terre et du coup qui peuvent effectivement avoir des impacts sur notre vie de manière générale. Ok, merci. On creusera ça un peu après. J'aimerais d'abord en fait qu'on apprenne à te connaître. Et donc pour ça, c'est vrai que j'apprécie remonter assez loin, donc au niveau de l'enfance. Et donc est-ce que tu peux nous dire quand t'étais petite, quel genre de petite fille tu étais, ce que t'aimais faire, si t'avais des rêves qui étaient présents? Alors petite, les souvenirs que j'en ai, c'est effectivement j'adorais lire ou peindre, j'adorais construire des villes en Lego. J'étais quand même assez solitaire, j'avais pas beaucoup d'amis, je crois que j'arrivais pas à m'intégrer ou j'arrivais pas à trouver des gens qui me ressemblaient. Mes rêves, ils ont plus commencé à partir de 6 ans, il me semble, plus des rêves de carrière, qu'est-ce que je ferai quand je serai plus grande. Les deux principales choses qui m'animaient, donc je sais pas pourquoi, mais très jeune, j'ai vu Ally McBeal. Et donc je voulais ressembler à Ally McBeal en étant plus grande, donc voilà, je me suis dit je vais absolument faire des études de droit. Donc pour ceux qui connaissent pas Ally McBeal, c'est un peu ancien, hein. C'est une avocate qui est complètement déjantée. Donc elle a des visions, par exemple, elle cherche le grand amour et elle est avocate. Donc c'est quelque chose qui me parlait, qui me parle encore en déjà très jeune alors. Et qui te parle encore maintenant. Oui. Dans les grands traits, c'est effectivement quelque chose qui me parle beaucoup, voilà. Et après, effectivement, en grandissant, il y a d'autres rêves qui se sont mis dessus, comme je voulais travailler dans l'humanitaire, ce que j'ai finalement jamais fait en tant que tel, par exemple. Voilà. Ok. Alors que du coup, finalement, le côté droit, avocat, tu t'en es rapproché.
Effectivement, du coup, j'ai fait des études de droit. J'étais directrice juridique pendant quasiment 6 ans. Donc oui, ce côté très carré, très au final cartésien est toujours présent. Mais à côté, il y avait toujours ce côté perché aussi. Je pense que c'est ça qui m'attirait chez cette personne, c'est d'avoir ces deux aspects en fait. On peut faire quelque chose de très terre à terre, d'avoir un cadre. Et puis, selon moi, en tout cas, selon ma personnalité, cette sécurité me permet d'ouvrir en fait, vraiment d'avoir ce côté plus connecté en fait, mais de garder les pieds sur terre. Ah d'accord, tu veux dire d'ouvrir encore plus tes capacités, tes perceptions. Effectivement, de ce que j'ai pu observer, il y a alors 2 grands modes de fonctionnement, il y en a peut-être plus, mais que j'ai pas forcément observé. Il y a celui que moi je connais, justement, où j'ai besoin d'une base où je me sens en sécurité, où il y a un cadre, et cette sécurité me permet en fait de m'ouvrir pleinement, on va dire, en haut, d'être connecté, donc avoir les pieds enracinés, mais d'être très connecté en haut. Et puis il y en a d'autres, ils ont besoin de l'inverse, donc avoir cette pleine liberté en fait d'ouverture, de spiritualité, pour du coup dès qu'ils se sentent libres, se sentir en sécurité. Ok, intéressant. Et donc tu parles de cette connexion, de ces perceptions. Comment c'était quand tu étais justement enfant? Alors quand j'étais toute petite, j'avais déjà des perceptions, donc dans mes souvenirs, c'est qu'effectivement je voyais déjà les entités, donc ces âmes qui ne sont pas parties. Donc chez nous, il y en avait à la maison, au grenier, j'ai le souvenir qu'il y a une famille qui vivait là-bas. Alors il faut savoir déjà que mon papa, il avait une entreprise, il était marbrier. Donc vraiment, il faisait des monuments funéraires pour les gens qui étaient décédés. Donc je pense qu'il devait aussi en ramener pas mal à la maison. Mais c'est vrai que du coup, cette famille, par exemple, je m'amusais à la présenter à des amis du coup qui venaient chez moi. Donc je pense que mes amis, je sais, ils avaient très peur. Voilà, ce qui n'aidait sûrement pas à me sociabiliser. Mais voilà, il y avait cette famille. Je sais que je parlais aussi à ma grand-mère qui était décédée notamment, donc ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Et j'ai l'impression que pour moi c'était la norme encore, parce que je me rendais pas forcément compte que tout le monde n'avait pas ces perceptions, que c'était quelque chose entre guillemets de paranormal qui faisait pas partie de la matière. Et quand tu dis que tu les voyais, est-ce que voilà tu les voyais concrètement? Alors, je les voyais pas en chair et en os comme je te vois là, mais c'était plus des hologrammes en fait. Donc, j'arrivais quand même à percevoir les traits de leur visage, par exemple, de voir leur corpulence. Tout ça, je le voyais effectivement, et c'est comme ça la plupart du temps que je les vois encore à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est fou parce que finalement, oui, dans les films de fantômes, c'est un peu comme ça qu'ils sont représentés. Et quand tu disais que tu pouvais communiquer avec ta grand-mère, est-ce que donc tu pouvais communiquer avec cette famille alors aussi comment est-ce que ça dépend des entités? Il y en a certaines avec qui tu peux parler, d'autres que tu peux juste voir. Alors je pense qu'il y a déjà différentes choses. Je pense que ma grand-mère n'était plus une entité en tant que telle quand je discutais avec elle. Donc je fais vraiment le distinguo entre entités. Donc ces âmes qui n'arrivent pas à décrocher, qui restent bloquées, coincées dans la matière. Et du coup ces âmes qui arrivent à partir vers la lumière. Donc c'est vraiment au niveau énergétique 2 stades très différents. On pourra en reparler plus tard, je pense. Mais effectivement, ma grand-mère, je pense qu'elle était partie vers la lumière, donc il y avait quelque chose quand même de plus fluide. C'est une énergie très très douce quand on est en présence de telle énergie. Sur le grenier, c'est sûr que c'était des entités, donc vraiment des âmes qui n'étaient pas parties. Alors peut-être que j'aurais pu rentrer en contact avec elles, mais j'en ai pas le souvenir. En tout cas, j'ai peut-être pas essayé. Je sais pas. C'est vrai que c'était pas quelque chose qui me préoccupait en tout cas à l'époque. Donc je me suis jamais posé ces questions. Ok. Merci. mais dans tous les cas, ça te faisait pas peur? J'ai pas le souvenir que ça me faisait peur. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de naturel. Au final, j'ai vraiment une petite anecdote comme ça. C'est plus chez ma sœur qu'on a remarqué ça. Où un jour, on parlait de l'aura. Elle nous demande qu'est-ce que c'est l'aura, et on lui explique que ce sont ces différentes couleurs en fait qui englobent le corps physique. Et en fait, elle nous dit oui, mais c'est normal. En fait, elle les voyait, donc pour elle, c'était la norme de tout le temps voir l'aura des gens.
alors que le commun des mortels ne le voit pas. Donc c'est vrai que je pense que pour moi, de voir ces entités, c'était totalement normal, ça faisait partie de mon environnement en fait. Et même maintenant encore, c'est ce que je dis à mes patients, une entité, oui, ça va entraîner des symptômes qui sont désagréables, mais selon moi, il y a rien de malveillant en fait, donc ça vit juste sa vie entre guillemets. Donc ça peut cohabiter en fait. Donc en fait, il y a aucune raison d'avoir peur entre guillemets des fantômes parce qu'il non, pas du tout. OK. Non, je pense que vraiment les gens, de ce que j'ai pu voir, ils en ont peur et moi la première, dès que j'ai décidé de couper à 9 ans, après j'en avais peur aussi. Ah oui, d'accord. Donc je pense que c'est tout ce qui n'est pas concret en fait, ce qui est pas explicable. Donc il y a toujours cette part de mystère. Le mystère, au final, ça fait quand même peur. Donc il y a une première chose. Et puis il y a tout ce qui est véhiculé autour de la mort. Au final, je pense que c'est vraiment ce terme de mort qui fait peur. Et quand on voit dans les séries, dans les films, c'est jamais très beau en fait une entité. Donc on voit souvent quelqu'un de défiguré, par exemple, quelqu'un qui fait peur, quelqu'un qui est malveillant, alors que c'est pas du tout le cas. Ah oui, c'est bon à savoir. Vraiment, là, le moment où moi je me suis réconciliée avec la mort, avec les peurs que j'avais du coup en étant une jeune adulte, c'est de pouvoir accompagner des personnes justement dans ce processus de fin de vie terrestre. Et là, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est nous dans la matière qui trouvons ça triste. Le fait de mourir ? Oui. D'accord. C'est vraiment nous dans la matière qui trouvons ça triste parce qu'effectivement c'est une étape, on verra plus physiquement la personne qui nous est chère, mais pour ceux qui arrivent à décrocher, en tout cas à tout de suite partir vers la lumière, donc il y a un processus aussi qui doit être fait en amont, mais quand tu arrives à partir vers la lumière, c'est quelque chose de magnifique, il y a énormément de chaleur qui se dégage, de la joie, une vraie libération au final. Donc pour eux, oui, c'est quelque chose de très beau et quand on est connecté à ça, on se dit mais en fait, il y a plus de raison d'avoir peur de la mort et de l'après-vie. J'ai une amie, voilà, peut-être qu'elle écoutera d'ailleurs. J'avais vu passer sur Instagram, elle a une petite fille. Elle disait que sa petite fille voyait un homme à côté d'elle, en mode oula, mais chelou, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais vu passer ça et je m'étais dit ah mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui en parle, mais en même temps lui dire que peut-être que si sa fille voit quelqu'un, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un, ça peut lui faire super peur et puis c'est complètement fou aussi d'une certaine manière. Donc est-ce que t'aurais un conseil? Je sais pas comment toi tu fais avec les gens maintenant au quotidien. Est-ce que tu leur en parles concrètement? Que faire peut-être pour assurer une maman dont, par exemple, les enfants voient des entités? Alors, différentes choses. C'est vrai que je vais en parler aux gens qui ont une vraie demande derrière. Je vais pas, par exemple, quand je vais chez des amis ou que je vois des gens dans la rue, je vais pas leur parler d'entités, en tout cas s'ils viennent pas me parler de ça, parce qu'effectivement, ça peut effrayer les gens. Donc, tant qu'ils sont pas prêts... Voilà, ça sert à rien de créer des peurs inutiles. Mais oui, effectivement, par exemple, l'exemple que tu donnes, si une maman vient, par exemple, parce qu'elle voit que ses enfants ont des problèmes de sommeil, ou ils ont des amis imaginaires, ils ont des terreurs nocturnes, ou effectivement, ils disent voir quelqu'un dans leur chambre, j'explique comme c'est, en fait. Donc, souvent, je donne, par exemple, je conseille le dessin animé Soul. Ça aide souvent les parents à mieux comprendre, également les enfants, et c'est quelque chose de très ludique qui fait pas peur, que tout le monde devrait avoir vu selon moi. Donc je leur explique qu'effectivement c'est une forme d'énergie au final qui est dans la matière, qui n'a plus rien à faire là, et étant donné que c'est de l'énergie qui vibre à zéro, ça peut être très déstabilisant, surtout pour ceux qui vont capter cette énergie, et ça va créer des désagréments tels des problèmes de sommeil. Mais je pense que c'est important en tant que parent de valider ce que l'enfant voit, de dire effectivement moi avec mes yeux d'adulte j'arrive pas à voir, mais je crois que tu vois quelque chose, faut pas en avoir peur, on peut trouver une solution pour les faire partir et ainsi de suite. Mais le fait en tout cas de pas croire son enfant ou de pas valider ce qui nous dit, je pense qu'en fait ça ferme de façon prématurée son canal. Mais est-ce qu'alors tous les enfants perçoivent ont ces perceptions-là? Alors,
Du coup, d'habitude, on dit que les enfants, ils sont complètement ouverts jusqu'à l'âge de 7 ans et qu'après, au fur et à mesure, ils ferment leur perception aussi parce que du coup, il y a tous ces filtres, ces conditionnements, etc. Concrètement, de ce que je peux observer, c'est vrai que les enfants vont être beaucoup plus sensibles que des adultes. Ça, c'est vrai. Les nouvelles générations qui arrivent là, ils ont des capacités hors normes par rapport à nous, je trouve. Mais après, ça va dépendre des enfants. Ça va dépendre aussi du contexte familial dans lequel il a évolué, etc. En tout cas, de certains enfants que je peux voir, il y a des belles ouvertures et des belles perceptions qui arrivent. Ok. Donc toi, t'as un fils qui a 4 ans. Je sais pas si tu vas en parler. Est-ce que lui voit des choses ou entend des choses? Alors oui, effectivement, il voit des choses depuis qu'il est tout petit. Donc dès qu'il a su bouger son bras, il pointait du doigt là où il voyait des entités, par exemple. Donc lui, il appelle ça des loups. Donc il peut en voir, effectivement. Donc, est-ce que ça lui fait peur, du coup, si c'est des loups? Alors oui et non, il va en parler librement par exemple en journée, mais c'est vrai que si du coup il est confronté à un loup comme il dit quand il doit dormir, là ça va venir quand même le perturber effectivement. Donc je pense qu'effectivement à ce moment-là en fait on sent de plus en plus les désagréments qu'impliquent ces entités, donc il en a pas peur, mais il sent quand même que c'est pas agréable d'être en présence de telles énergies. Et sinon, oui, il y a même mes amis qui ont pu être confrontés à certains événements, par exemple, où donc mon petit garçon Sandro voyait des choses, le raconteront avec le sourire. Il y a absolument aucune raison d'avoir peur. Selon moi, non. Alors peut-être que j'ai mis des œillères et que je veux rien voir de malveillant, mais selon moi, il y a rien de négatif en tant que tel. Effectivement, ces entités n'ont plus rien à faire dans la matière, elles ont juste pas réussi à partir ou n'ont pas conscience qu'elles sont décédées. Effectivement, ça va être une forme d'énergie qui va vibrer à 0, donc c'est pas agréable, comme je disais, d'être en présence d'entités. Donc c'est ça qui peut nous faire peur. Alors c'est parce qu'en fait, on sent quelque chose de désagréable en nous si on est en présence de ces entités. Effectivement, ça va provoquer des symptômes qui sont désagréables. Et quand tu disais qu'ils allaient vers la lumière, tu mettrais quoi derrière ce terme lumière? La source? Pour moi, c'est vraiment le grand tout. On peut mettre le mot qu'on veut, mais c'est quelque chose qui va nous dépasser, en fait. C'est, selon moi, de là où on vient, ce qui va nous animer. On a cette énergie de la source. Et à un moment donné, c'est vraiment un cycle. On vient de là. On a quelque chose à vivre sur Terre, à apprendre, et une fois que cet apprentissage est fait, que notre vie terrestre est finie, on repart de là où on vient. Et est-ce que t'es né dans une famille où il y avait, je sais pas, il y avait une religion présente? Est-ce qu'il y avait une forme de spiritualité? Est-ce que il y avait déjà cette idée donc d'âme, d'incarnation dans ta famille? Pas dans mes souvenirs. En tout cas, on parlait pas forcément d'âme, d'incarnation. En tout cas, oui, il y avait une forme religieuse assez présente sans être non plus trop forte, mais du coup, j'ai été baptisée au catholicisme et du coup, j'ai fait mes communions, j'étais servante de messe, donc il y avait tout ce côté qui était quand même présent. Où je sentais que ça me faisait du bien d'aller dans une église, par exemple. Pas dans toutes, mais ça, avec justement ce pan géobiologique, j'ai compris pourquoi ça me faisait du bien d'aller dans une église. Ça n'a rien à voir forcément avec tout ce qui est religieux, hein. C'est juste ces énergies, tous ces réseaux qui sont concentrés à cet endroit précis. C'est pour ça qu'on a construit une église à cet endroit-là, en fait. Parce que qu'il y a beaucoup de gens qui avaient ces connaissances-là, donc géobiologique, et qui décidait, l'église du village, elle sera à cet endroit-là parce que ici il y a quelque chose. Effectivement. Donc de toute façon, tout ce qui est, j'ai envie de dire, monument religieux a été construit sur des croisements de réseaux, du coup, qui sont bénéfiques en fait pour la guérison de manière générale. Donc une église, c'est pour la guérison au final de l'âme des gens. Les cathédrales par exemple, c'est sur des croisements encore plus spéciaux, on va dire, que tout ce qui est église. Donc on va trouver des croisements d'or, des croisements d'argent par exemple, qui sont plus rares que d'autres croisements. Et en fait, d'avoir construit ces bâtiments, ça concentre cette énergie. Donc je pense qu'il y a plus de 2000 ans en arrière, c'était des endroits qui étaient ouverts à tous,
À l'heure actuelle, on voit bien que la religion a pris le pouvoir. Donc on nous dit on vient à la messe et du coup on va prendre l'hostie, on va se sentir mieux, alors que non, en fait c'est vraiment juste l'endroit qui fait qu'on se sente bien. L'hostie en fait elle est au-dessus de l'autel où il y a une cheminée toujours cosmotellurique qui fait qu'en fait ça dynamise l'hostie. Donc oui, effectivement, quand on va manger une hostie pendant les 2 jours qui suivent, comme un soin énergétique, on va se sentir super bien. Mais c'est vraiment en lien avec les énergies qui traversent ces lieux. D'accord. Et tu vois par exemple au Mont Saint-Odile, pour ceux qui connaissent du coup en Alsace, qui est relié au Mont Saint-Michel, et ben là-bas, le mythe veut qu'Odile soignait les aveugles. Et effectivement, quand on regarde, il y a le réseau d'Iridium qui passe par le Mont Saint-Odile. Donc, Iridium, c'est un réseau en fait qui est très bénéfique pour les yeux, pour la guérison des yeux. Donc en fait, pour moi, c'était une érudite qui savait très bien se servir des réseaux qui étaient présents. Et du coup qui pouvait aider les malades qui avaient cette problématique. Donc lui, à l'époque, ils étaient beaucoup plus connectés à la terre, à notre environnement, et c'est ce qui permettait de guérir, alors que là, on voit, on n'a plus du tout connaissance de ce qui nous entoure, on n'a plus connaissance de notre corps, et c'est ce qui fait que malheureusement, on n'arrive plus à se soigner comme on le faisait à l'époque. Ok, c'est passionnant, j'aurais encore 1001 questions sur tout ça, mais je vais essayer de garder le fil. Donc tu me disais que donc t'aimais bien aller à l'église, voilà, parce que justement tu ressentais, voilà, je me sentais bien, effectivement. Même si j'étais pas du tout d'accord avec tout cet aspect religieux, en fait, ce qu'on nous enseignait, j'ai un esprit très critique, très cartésien, et du coup, je remettais tout en cause. Mais même si mes parents, au final, sont très réceptifs, ont chacun des capacités énergétiques aussi, on n'en parlait pas, en fait, jusqu'à mes 18 ans, c'était des sujets qu'on n'évoquait pas du tout à la maison. Donc c'est vraiment venu sur le tard, en tout cas, cette parole, même si les perceptions étaient déjà là depuis toute petite, mais en fait, j'en parlais pas à la maison. Est-ce que tu penses qu'il y avait un côté un peu tabou, alors tu saurais même pas dire Je pense qu'il y avait un sujet tabou. Effectivement, si tu veux, ma maman, pareil, elle a des capacités qui sont extraordinaires. Chez elle, elle avait pas le droit d'en parler, en fait. Donc, elle a appris à couper, ou en tout cas pas à en parler. Et puis, peut-être qu'elle se rendait pas compte que nous, on avait ces perceptions-là. Donc, comme nous, on n'en parlait pas, elle ressentait peut-être pas le besoin de l'évoquer avec nous. Ok, et donc tu nous racontais que au niveau de la religion, voilà, t'étais quand même fermée sur l'idée d'une religion. Et maintenant, là, tu me parles justement d'âmes, voilà, qui partent vers la lumière, etc. Comment est-ce que t'en es venue à voir les choses de cette manière ? Très bonne question. En fait, je suis toujours contre les religions de manière générale, parce que pour moi, c'est vraiment une forme de pouvoir qui a été pris par une minorité. Pour imposer des dogmes, et au final ça coupe l'humain de manière générale en fait de tous ses ressentis, de sa propre responsabilité, comme j'expliquais avec les églises. Au final, si on notait ce côté religieux en expliquant voilà, vous pouvez venir dans une église qui que vous êtes pour venir vous ressourcer, c'est accessible à tous, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous prêcher la bonne parole. Oui, dans ce cas-là, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens dans les églises. Donc voilà, mais j'ai toujours cru en quelque chose en fait, quelque chose de supérieur, parce que je sentais bien qu'il se passait quelque chose. Je voyais bien qu'il y avait des choses un peu paranormales qu'on ne savait pas exister, donc il y avait une forme de monde parallèle. Comment ça s'est fait ? Je pense que c'est vraiment une succession de choses. Comme dit, toute petite, j'étais complètement ouverte à ces perceptions, mais sans en avoir forcément conscience. À 9 ans, par contre, j'ai décidé consciemment de fermer toutes mes perceptions. D'accord. Et après, c'était vraiment un monde qui me faisait extrêmement peur. Donc, à partir de ce moment-là, tu ne voyais plus d'entité, vraiment, c'était totalement coupé. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Mais effectivement, pour moi, tout est intention. Donc, à un moment donné, quand on décide de stopper les informations qu'on va recevoir, ça peut fonctionner en tout cas en partie. Donc là vraiment, si tu veux, c'était quelque chose qui me dépassait, et ce que j'ai vécu à 9 ans, c'était trop à assumer pour moi. Donc vraiment, c'était comme si je m'étais comme si j'étais dans un mutisme, et où je suis entièrement rentrée dans mon corps. Donc mon corps, c'était vraiment plus une prison pour moi. Donc j'ai verrouillé toutes mes perceptions, donc le haut de ma tête, si tu veux.
il y avait plein de choses qui ne passaient plus. Je pense que les choses les plus agréables ne passaient plus. Les choses désagréables continuaient à passer. Donc, je continuais à ressentir la présence d'entités. Je les voyais plus. Mais je sentais quand il y avait des choses un peu extrasensorielles, en fait, qui se passaient. Mais voilà, vraiment, mon mental coupé au maximum. Donc, je préférais prendre la fuite, par exemple, faire l'autruche quand je sentais ce genre de choses. Alors qu'avant, au final, avec le recul, quand j'étais pleinement ouverte, j'en avais pas peur et je les voyais d'autant plus. Et quand tu dis ressentais, qu'est-ce que alors tu sentais c'était au niveau physique? Je pense que il y avait plusieurs sens du coup qui étaient sollicités, mais effectivement c'est comme je pense que beaucoup d'entre vous au final ont déjà dû ressentir ça sans pouvoir poser les mots, sentir une présence à côté de nous, une présence qui va pas forcément être toujours agréable, mais on se sent observé, on sent des courants d'air, on a l'impression de pas être seul dans une pièce, ce genre de choses. Et j'avais en plus de ça des manifestations physiques du coup qui se passaient, notamment par exemple dans mon appartement, j'avais des lumières qui se mettaient à clignoter toutes seules, par exemple, ou la télé qui s'allumait sans raison. Il peut y avoir des dysfonctions aussi au niveau du matériel. Ça, effectivement, c'est possible. Mais essaye de faire clignoter une lumière. Alors tu changes les ampoules en te disant que c'est peut-être ça, tu regardes s'il n'y a pas de faux contacts, et c'était aléatoire, ça pouvait passer d'une lampe à une autre et ainsi de suite. Ah oui, ok. Donc en voilà. mode disco. Donc ça pouvait effrayer, effectivement, j'étais pas très à l'aise dans cette période de ma vie. Ok, mais t'en parlais quand même pas. Ou s'il y avait des moments comme ça, par exemple, je sais pas, c'est vrai que ça peut faire peur. Tu gardais ça pour toi À ce moment-là, j'en parlais vraiment pas parce que c'était vraiment quelque chose que je réfutais. Je voulais pas du tout en entendre parler. Ah oui, donc t'étais pas attirée, je sais pas, par les films de fantômes, le spiritisme. Pas du tout. Et donc quand t'as eu ces deux belles expériences avec des personnes qui sont parties, donc tout s'est réouvert. Est-ce que ça s'est réouvert d'un coup, ou est-ce que finalement il y a eu tout un cheminement, parce que donc maintenant t'es quand même magnétiseuse, donc voilà, c'est que tes capacités sont quand même vraiment, je sais pas si c'est pleinement développé, mais en tout cas très développé. Comment ça s'est déroulé, ou est-ce que d'un coup c'était je vois à nouveau? Alors non, ça s'est fait progressivement, si tu veux, avec des pics aussi d'ouverture. Donc vraiment la première fois où j'ai accompagné une proche lors de son décès, en fait, ça a commencé à me réconforter avec l'idée de la mort. Parce que c'était vraiment quelque chose qui me faisait extrêmement peur avant. Donc là, ça a commencé à me rassurer. Ça a quand même mis 2 ans après, donc jusqu'au prochain décès, de l'accepter pleinement, en fait. Donc vraiment, c'est quand mon grand-père est décédé par la suite, où je me suis rendu compte que c'est complètement ok, c'est quelque chose de beau. Je me suis étonnée moi-même lors de l'enterrement, où en fait j'étais sereine, j'ai pas pleuré parce que c'était complètement ok, en fait, j'ai senti qu'il a pu partir. Lui qui croyait pas du tout en la vie après la mort, j'ai senti que effectivement il se passait quand même quelque chose. Il y a eu des messages par la suite aussi. Donc voilà, c'était vraiment ça s'est fait progressivement. L'acceptation de la mort, ça a vraiment commencé par là. Et par la suite, du coup, il y a de plus en plus d'événements, de perceptions qui se sont à nouveau manifestés, avec pareil des événements de la vie qui ont fait que je me reconnecte de plus en plus à qui je suis fondamentalement, et du coup il fallait absolument que j'ôte les barrières que j'avais mises en place pour pouvoir me reconnecter à qui j'étais. Et après, il y a eu vraiment des synchronicités, des gens qui sont venus sur mon chemin, des voyages qui ont fait que de plus en plus, en fait, je me reconnecte à mes dons, si je puis dire. Donc voilà, ça a quand même mis, on va dire, 4-5 ans à revenir progressivement, avec, comme je disais, des pics où à un moment donné, on sent que il y a énormément d'énergie qui arrive, on fait une montée d'énergie avec plein de perceptions qui sont associées à ça. Après, il faut le temps d'encaissement aussi qui est pas forcément évident, donc c'est des périodes qui sont très compliquées parce qu'en même temps ça vient remuer plein de choses au niveau physique, au niveau de toutes les mémoires qu'on a emmagasinées, et ce sont des choses qui sont nécessaires de nettoyer si on veut au fur et à mesure s'ouvrir, accueillir plus d'énergie. Ok. Quand tu nous parles de ces voyages, de ces synchronicités, est-ce que tu veux nous donner, je sais pas, 1 ou 2 exemples pour qu'on arrive à vraiment percevoir ce que tu as pu vivre et comment ça se manifeste alors, je sais pas, ces montées d'énergie, ces ouvertures Alors oui, par exemple, en 2019,
Oui, j'ai beaucoup voyagé et c'est surtout des voyages qui m'ont permis au final, comme si je récupérais des parties de moi que j'avais peut-être laissées dans une ancienne vie sur place. Donc c'est vraiment comme si on était des bouts enfin on était un puzzle et on récupère des bouts en fait qu'on a laissés, peut-être des empreintes énergétiques. Et donc il y avait par exemple mon passage dans le désert tunisien où j'ai fait un trek de 10 jours où j'avais posé des intentions avant de partir. Alors il faut savoir que je suis pas du tout trek à la base, j'ai jamais fait du camping tout court ni de nuit à la belle étoile. Donc là c'était vraiment immersion totale. Donc je suis vraiment sortie de ma zone de confort et en posant ces intentions, c'était vraiment effectivement d'être connecté davantage à moi, recevoir des messages sur ce que je devais faire, quel type de personnes je pouvais accompagner. Et tout au long de cette marche initiatique, j'ai canalisé des messages et notamment par exemple à un moment donné, je marchais et je me posais c'est comme s'il y avait eu un message qui me disait il va falloir que tu accompagnes des femmes. Ça a été quelque chose qui me dépassait complètement. Je me suis dit pourquoi des femmes, j'étais pas forcément à l'aise en tout cas avec les autres femmes. Ah oui, okay. Donc il y avait vraiment ce mental qui reprenait le dessus, qui se demandait mais pourquoi, mais non, je pense pas. Et puis au loin, je vois briller quelque chose. Et donc vraiment, je vais creuser dans le sable et là je déterre une petite robe de princesse, d'une fillette on va dire de 3-4 ans quand même, recouverte de sequins, et j'ai trouvé ça dans le désert justement au moment où je me posais la question est-ce que c'était une bonne chose, est-ce que je délirais pas de devoir accompagner les femmes. Donc c'était souvent des petits messages, des messages comme ça en fait qui m'ont permis davantage d'aller sur la voie que j'emprunte actuellement. Et en rentrant de ce désert par exemple, j'ai rencontré un magnétiseur dont on m'avait déjà parlé et au final parce que tu as une séance avec lui ou en fait on m'a dit d'aller le voir. Donc je savais pas pourquoi, j'ai pris rendez-vous et vraiment quand il m'a demandé ce que je venais faire, je lui ai dit je sais pas. C'est vraiment la réponse que j'aime pas avoir non plus en séance d'habitude, mais là il m'a répondu c'est simple, je vais te prendre sous mon aile et je vais te former. Ok. Et au final, c'est ce qu'il a fait. Il m'a enseigné beaucoup de choses. Il m'a emmené avec lui en formation, en séance individuelle et ainsi de suite. Et cette même année-là, quand je voyageais à Rio, par exemple, là, j'ai eu l'image que j'allais ouvrir un centre de thérapie alternative où j'allais accueillir d'autres thérapeutes qui allaient eux-mêmes exercer dans ce lieu-là. Alors que moi-même, j'étais pas du tout installée en tant que thérapeute. Je savais pas du tout ce que j'allais faire avec mes capacités. Donc voilà, il y a vraiment des petits bouts comme ça qui sont venus au fur et à mesure et qui au final font ce que je suis actuellement. Ok, et quand par exemple t'as eu ce message d'ouvrir ce cabinet, est-ce que il y avait quand même quelque chose en toi à ce moment-là qui se disait ah oui, c'est vrai qu'il y a une petite étincelle, ça me fait envie, ou est-ce que à ce moment-là c'était encore genre oula, non? Alors je me souviens très bien comment c'est arrivé. En fait, il y avait une énergéticienne que je connaissais qui m'avait dit 1 an plus tôt, tu feras un grand voyage à un moment donné et là tu auras une révélation sur le projet que tu vas mener. Voilà. Et effectivement, donc j'avais fait pas mal d'autres grands voyages, rien n'était venu. Donc j'avais plus ou moins mis ça de côté. Et en fait, c'était à Rio, j'étais en train de me brosser les dents, je me souviendrai très bien. Ça vous rappelle pas quelque chose? Si vous avez écouté l'épisode d'Angéline, vous vous rappelez sûrement combien le contact avec l'eau peut aider à recevoir des messages. Surtout quand on est dans un état plutôt apaisé, à faire une activité assez routinière où on ne pense justement à rien, comme par exemple faire la vaisselle ou encore se brosser les dents. Et j'ai eu cette image, et en fait, pour moi, c'était intellectuellement pas compréhensible parce que c'était à 10 000 lieues de ce que je faisais à ce moment-là. Donc j'étais directrice juridique à la SNCF, donc rien à voir. Mais en même temps, c'était comme une évidence. Il y avait quelque chose où je savais que c'était comme un élan de vérité, une illumination, que j'avais pas pu inventer ça. Donc je suis restée avec cette idée-là. J'étais en voyage avec mon compagnon, je lui en ai pas parlé. Et en fait, le lendemain, en se promenant sur la plage, lui qui se dit pas du tout connecté, me dit « Et si tu ouvrais un cabinet avec d'autres thérapeutes ?» Ah, purée. Et donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Bon, il y a peut-être quelque chose quand même. » Ok, donc là, tu l'as ouvert, d'ailleurs, ce cabinet. Oui, en janvier 2021. Ah oui, donc, ok, donc il y a un peu plus d'1 an. Donc, félicitations. Merci. Justement, parlons un petit peu de ton métier.
Mais parlons-en plutôt la semaine prochaine. Dans la suite de l'interview de Sarah, je lui poserai toutes les questions possibles et imaginables pour comprendre comment ça marche le magnétisme et comment les énergéticiens, ou en tout cas Sarah, réussissent à nous guérir. Ou pas, d'ailleurs. Et on abordera même le thème des charlatans. À bientôt au prochain épisode. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.